Bonjour et bienvenue pour cette table ronde autour de la thématique femmes et terroir. Alors, une thématique effectivement à la croisée de deux complexités. Le terroir, c'est une subtile combinaison d'éléments naturels, patrimoniaux et de savoir-faire. Il peut avoir une formidable force d'attraction, c'est ce que nous allons voir, avec des femmes dont le parcours est irrésistiblement lié à un terroir. Le plus souvent, on peut parler d'histoire d'amour, de transmission, de partage, mais surtout de choix de vie. Laure Fourgeot, vous étiez décoratrice à Grenoble, à Aix-les-Bains, pardon, en région Rhône-Alpes en tout cas, et vous êtes devenue éleveuse de chèvres en Périgord, et vous avez aussi ouvert une boutique de producteurs à Périgueux. Vous avez tout quitté pour recommencer, et on verra que vous avez bousculé bien des choses dans la propriété de votre mari. Bérengère Ambise, du château Montdoyen, en Bergeracois. Vous êtes l'une des viticultrices qui ont créé l'association SoFemmes et Vin. Donc là, on est vraiment dans une dynamique de groupe sur une spécialité qui est le monde du vin et du vignoble. Vous nous direz en quoi les femmes ont un regard particulier sur ce monde éminemment masculin tout de même. Michel Villemur, vous connaissez bien le Salon du Livre Gourmand pour avoir présidé un moment à ses destinées. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur, vous avez beaucoup écrit sur les terroirs, au pluriel, on peut le dire. Vous êtes ici avec un livre qui est consacré à la table de Marie-Antoinette. On en dira peut-être un mot parce qu'elle avait une vision des terroirs assez particulière dans son petit Trianon. Mais vous êtes là surtout pour un ouvrage qui s'appelle Corps de femme, cœur de vie. Corps de ferme, lapsus révélateur, corps de ferme, corps de vie, cœur de vie. Voilà, où vous avez rencontré des agriculteurs, mais aussi derrière, souvent, des agricultrices qui s'impliquent fortement dans la vie de leur exploitation. Et bienvenue à Françoise Lemarchand et Joëlle Contigny qui sont venus en voisine du Lot-et-Garonne. Et bon, voilà, c'est une expérience assez particulière que vous avez faite. C'est un collectif de femmes agricultrices qui ont en fait rédigé un livre, et ça s'est fait un petit peu au début pour faire un livre de recettes. Et puis vous avez confronté de chemins de vie et vous vous êtes dit ça vaut la peine de faire un livre carrément sur notre histoire dans le terroir de la Genée Périgord. Vous allez nous situer déjà un petit peu ce territoire. Comment vous vous êtes rencontrés et comment, autour de cette notion de terroir, vous avez eu envie d'écrire un livre? Françoise Lemarchand, vous avez le micro. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Bienvenue à l'Hôte à Genée-Périgord, qui se situe en dessous Bergerac, mais qui est situé en Lot-et-Garonne sur plusieurs cantons, les 4 cantons qu'on appelle Castillonnès, Villeréal, Montflanquin et Cancon. Voilà, Cancon, je signale au passage, c'est la capitale de la noisette. Voilà, et je fais partie de cette association depuis de nombreuses années, et qui à l'époque était ce qu'on appelait le GVA. C'était un groupe de vulgarisation agricole où les femmes à l'origine, pour sortir aussi de chez elles, enfin, elles allaient faire au niveau de tout ce qui est papier, apprendre à gérer leur ferme. Bon, puis il est venu un moment que gérer nos fermes, gérer nos papiers, on a eu ras-le-bol, on a eu envie surtout de vous retrouver en fait, de se retrouver, de parler d'autre chose. Voilà, de parler d'autre chose. Donc nous avons écrit en collectif un premier livre à tire d'aile, une ode à la vie rurale, qui a paru à 5000 exemplaires il y a 5 ans. Il s'est vendu. Nous sommes partis aussi au culot. Nous avons osé parce que l'association n'avait pas d'argent. Nous sommes allés chercher diverses subventions de droite et de gauche. Puis sur notre bonne mine aussi, nous avons vendu le livre avant de l'écrire
par le biais de bons de souscription. Et après, nous sommes envolés dans l'écriture. À tire d'aile. À tire Vous êtes d'aile. envolé. Donc votre objectif, c'était à travers cette édition de faire connaître le monde rural et la manière dont des femmes pouvaient y vivre, exercer non seulement leur métier, mais souvent faire vivre la campagne. C'est-à-dire que des marchés de producteurs, des fêtes parfois un peu folkloriques, c'est souvent les femmes qui sont derrière. Et c'est une animation quand même des campagnes. Voilà, c'était surtout quand même faire connaître que nous pouvions être à la maison à faire notre travail correctement et aussi ailleurs. Moi, j'appelle ceci sans profession, mais puisque moi, je suis de la génération où j'étais appelée sans profession SANES. Et maintenant, je suis sans profession, CENT, depuis fort longtemps quand même. C'est bien résumé la situation, je crois. Alors donc, pour parler de votre histoire personnelle, ce qui me paraît intéressant, c'est que du monde agricole, vous avez ouvert une vocation sociale à votre métier d'agricultrice. Vous avez eu envie d'ouvrir votre propriété pour accueillir des jeunes, disons, on va dire à la dérive, souvent des jeunes urbains. Et là, on voit que la campagne vient au secours de la ville. Et c'est une notion du terroir qu'on appréhende assez peu. Alors, bon, notre ferme s'appelle Mon Plaisir. Donc, ça ne s'invente pas. Déjà, certains pourraient témoigner dans l'Assemblée que Mon Plaisir, nous avons toujours accueilli, mes parents ont toujours accueilli, ont reçu des neveux, des nièces, enfin bon, c'est pas venu par hasard. Il y avait de l'entraide. Il y avait de l'entraide, il y avait de l'accueil aussi de la famille en difficulté. Il y a de la difficulté partout. Il n'y en a pas que chez les urbains. Il y en a partout. Et je suis venue bizarrement à cette activité qui est maintenant, je me considère éducatrice puisque j'ai dû passer quand même pas mal de paliers puisque c'est une affaire de couple aussi. Et autour de la table, puisque j'ai fait aussi de l'accueil à la ferme en table d'hôte. Et en table d'hôte, j'ai accueilli des instituteurs, des éducateurs, des animateurs. C'était curieux. J'avais toujours ce genre de clientèle qui tombait à la maison. La vocation est née ainsi. Et voilà, et c'est parti de là, un éducateur, voilà, ce qui fait que j'ai pris connaissance de ce qui existait sur mon département et j'ai découvert qu'il n'y avait pas que moi, qu'il n'y avait pas que nous. Et de là, on est parti agrément sur agrément. Ce qui fait que ce que l'on fait, ça s'appelle un lieu de vie. C'est pas une famille d'accueil, c'est pas une assistante maternelle. Quel rôle vous jouez exactement Qu'est-ce que vous pensez que vivre à la campagne peut apporter à ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils découvrent? Alors les jeunes, déjà, ils apprennent à manger. Déjà, le premier succès, c'est quand ils commencent à dire c'est bon. Et à connaître ce qu'ils mangent, à savoir, et à mettre un peu le nez dehors et à respirer. Mais ça met du temps, ça peut mettre des mois, des semaines, des années. Ils commencent à mettre et de dire je vis ici, je vis là à mon plaisir. Très bien. Et je garde des jeunes, j'en ai gardé pendant 10 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà. Donc on voit effectivement que votre métier a considérablement évolué. Vous étiez productrice, vous avez évolué vers des tables d'hôtes d'accueil et puis finalement du social. Donc on voit que là effectivement, il y a 100 vies en une. Donc je pense que finalement la campagne, il y a beaucoup à faire. Et c'est la leçon qu'il faut retenir. Et sans profession, on ne nous voit pas si mal. Oui, tout à fait. Bien trouvé le slogan. Donc, je vais demander à Joëlle de parler, elle, de sa vision aussi du terroir en tant que femme active. Et puis avec une famille, comment vous avez l'impression de faire vivre votre terroir et en quoi cela est féminin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui distingue votre investissement sur votre lieu de vie par rapport à celui des hommes que vous côtoyez, des agriculteurs? Bonjour, Joëlle. Donc moi je viens de Montflanquin, dans le nord du Lot-et-Garonne. Et donc moi j'étais agricultrice depuis l'âge de 17 ans. Et puis par amour, je suis arrivée à Montflanquin. Donc d'Agen, je n'étais pas très loin. Là je suis arrivée sur une exploitation agricole dominante céréalière. Donc j'aidais à mon petit niveau à conduire le tracteur, enfin tout ce qu'il y avait à faire. J'avais l'habitude, j'aimais bien ça. Entrer par la petite porte. Ah oui. Et un jour, un jour, j'ai eu l'opportunité de m'occuper de 4 hectares de vignes. Je n'avais jamais fait ça, mais j'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas?
j'aurais mon activité à moi. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver ma place. En fait, et de cette activité de vigne, donc en 22 pays pour le vin, avec un groupe de... Là, après, je reparlerai du groupe, mais pour moi, ça a toujours été un moteur. J'ai intégré le groupe des filles pour m'intégrer justement dans le village. Et ensuite, au niveau de la cave, donc, on était un petit groupe à réfléchir sur comment faire évoluer la cave. Donc, de notre petit modeste 22 pays, on a dit, mais on pourrait peut-être faire autre chose, faire vivre la cave et nous apporter un revenu complémentaire. Donc, à 3, on a dit, on va planter de la vigne, mais pas n'importe quelle vigne. En fait, elle est dédiée au jus de raisin. D'accord. Pas Donc, de vin. voilà, donc, Sans alcool. Voilà, sans alcool. Palissage à étudier. En France, on connaissait très peu ça, le palissage. Le cépage, il fallait un cépage, donc en bio, je ne l'ai pas dit. Un cépage très solide, très résistant aux maladies, aux principales maladies. Donc on a mis ça en route. Vous êtes allé chercher des choses qui n'existaient pas jusqu'alors Très sur peu votre en territoire. France. Oui, très peu. Ouais. Si, alors ça a commencé à émerger du côté de Gaillac et de la vallée du Rhône. D'accord. Donc là, c'est une curiosité féminine qui a amené mais ça. tous les garçons aussi. Ils ont suivi. Oui, mais c'est vous qui avez commencé. Mais c'est voilà. La vigne, c'était mon petit domaine. C'était voilà mon petit voilà. Françoise dit mon troisième enfant, je le dis parfois, c'est mon troisième enfant. D'accord. Et donc je fais pousser, voilà, on part de la vigne, la petite vigne, on fait pousser la vigne, on la conduit, on l'élève comme un enfant. Voilà. Et alors la notion de collectif là est importante également. Donc quand vous êtes retrouvés au sein de cette association de femmes, donc vous entraidez. Il y a une notion de solidarité qui est importante chez les femmes. La solidarité féminine, ça existe. Ça existe complètement. Oui. On est là les unes pour les autres en cas d'événements graves dans une famille ou d'événements heureux. On essaie d'être là les unes pour les autres. Et il s'est tissé, grâce au livre, il s'est tissé des liens forts. Qui perdure, puisque vous avez fait un deuxième tome, qui est un volume là qui répertorie des recettes que vous avez chacune sorties de vos tiroirs. Donc ça veut dire que l'aventure continue. Et je crois que demain, vous retrouvez pour un repas amical un chef étoilé qui vous suit. Donc ça veut dire que les femmes productrices sont prises au sérieux par les grands chefs. Oui, c'est notre parrain. Voilà, donc oui. Alors je saisis le lien avec la vigne pour demander à Bérengère comment déjà son histoire avec le vin. Je crois que c'est une histoire familiale. Vous avez hérité d'une passion qui est celle de vos parents. Et puis comment, pareil, de manière collective, vous avez eu envie, avec d'autres femmes, de créer l'association SoFemmes et Vin, qui rassemble des professionnels du monde du vin, pas seulement des viticultrices, des œnologues. Vous êtes nombreuses, et pas seulement en Périgord. C'est une association régionale. Donc, dites-nous votre cas particulier et comment vous vous inscrivez dans cette dynamique de groupe. Donc bonjour, Bérengère Ambis du Château Mondoyen. Donc pour l'histoire, j'ai avec mon compagnon quitté le Nord. Donc nous sommes lillois il y a 3 ans pour reprendre le vignoble familial donc à Montbazillac. Et donc ça a été une envie d'aventure, d'amour aussi, de passion on s'est découvert totalement. On se découvre encore tous les jours depuis 3 ans. Et on est bien ancré dans le milieu du vin maintenant. C'est vraiment quelque chose qui nous passionne. Pour tout ce que ça représente, c'est vraiment une histoire d'art. J'étais anciennement artiste, entre guillemets, plutôt dans la mode. Et du coup, je retrouve justement toute cette adrénaline autour de l'art que j'avais à l'époque dans la mode à travers le vin. Car pour moi, c'est vraiment une histoire d'art. Oui, voilà, ce changement de vie, finalement, c'est une suite logique dans votre esprit ou ça a vraiment bousculé des choses? Ça a quand même bousculé, c'est sûr. Mais par contre, je suis épanouie. Je m'épanouis énormément, différemment. Mais il y a un côté créatif dans ce métier-là aussi. Exactement. À travers la nature, à travers les produits derrière aussi. Pour moi, créer une cuvée, en fait, ça équivaut à créer une robe de mariée ou une robe de créateur. Et alors, arriver sur un terroir comme le Périgord, quand on arrive du Nord, on s'insère comment sur une terre aussi riche que celle-ci? Comment on est accueilli et comment on arrive à y projeter des choses en venant de l'extérieur?
Alors, on vient forcément avec un regard différent, parce qu'à la base, on n'était pas du tout dans le milieu même du vin, ni mon conjoint, ni moi-même. Donc, on est arrivé un petit peu, on a vraiment étudié pendant 2 ans pour voir un petit peu comment ça se passait, qu'est-ce qu'était ce métier. On a appris avec nos conseillers aussi, avec d'autres vignerons. On a été bien accueillis. Et aujourd'hui, justement, c'est pour ça que j'ai souhaité également, quand on m'a proposé de faire partie de l'association SOFAM et Vin, j'ai dit oui avec beaucoup de plaisir, parce que justement, ça nous permet entre vigneronnes, œnologues, sommelières également, de se retrouver, de partager, comme vous le disiez tout à l'heure, à la fois les bons moments, les moments plus compliqués, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Et c'est vrai que pour moi, en tant que jeune vigneronne, c'est très, très important. Vous y êtes allé justement avec quel objectif? L'envie de rencontrer effectivement d'autres professionnels et de faire des choses et de montrer que les femmes ont un regard différent sur ce monde-là? Tout à fait. Alors on n'invente rien, hein, c'est pas du tout, on n'est pas du tout féministe, quoi, on est avant tout féminine. Et donc en fait c'est juste le fait de partager. Moi je me posais beaucoup de questions par rapport à tout ce qui arrivait tout au long de l'année autour du vin. Et puis c'est vrai que le fait de partager ça avec les œnologues, le fait de travailler avec des copines du coup, parce que c'est un groupe d'amis, quoi. C'est plus sympa aussi, c'est plus facile des fois de partager certains doutes ou des choses comme ça, que ce soit du coup, vu que c'est quand même une grosse emprise au niveau de ce travail, c'est vrai que ça joue beaucoup aussi sur la vie personnelle, c'est un gros investissement, c'est un bel investissement, c'est sûr, mais du coup, c'est bien de pouvoir le partager et je trouve ça plutôt intéressant. On a un regard qui est différent et même entre nous toutes, par rapport, on a toutes des histoires, des caractères totalement différents. On est quand même très complémentaires et c'est ça qui est intéressant parce qu'on a chacune un regard vraiment différent. C'est ça qui fait l'union, j'ai envie de dire, et la force de cette association. Alors, comment avez-vous été accueillis? Parce que cette association a été présentée ce printemps, donc vous avez maintenant un petit peu de recul pour nous dire ce que vous avez fait bouger dans ce milieu-là. Alors, c'est surtout notre présidente Gaëlle et puis Alexandrine qui font tout pour faire bouger l'association. Moi, je suis membre, mais par contre, oui, on a fait, par exemple, pendant les vendanges, on a accueilli les élèves sur nos propriétés pour leur montrer comment évoluer une grappe de raisin. On a fait goûter les jus, bien sûr, pas fermentés. Hein. Donc voilà, et donc c'est partager notre passion, mais à tous les niveaux. Et puis c'est aussi également trouver des moyens de faire valoir notre région, parce que SOFAM et Vin, donc c'est Sud-Ouest, Femmes et Vin. Et c'est une manière pour nous, l'union fait la force en fait, donc à plusieurs, de faire valoir notre métier, notre passion et de la partager au maximum possible. Voilà. Donc cette ouverture sur la pédagogie, l'accueil des enfants, tout à fait. Ça c'est quand même les femmes qui ont eu envie d'ouvrir ces vignobles à cette partie-là du tourisme, disons, et de l'éducation. Exactement, oui. Bon. Très bien. Alors, je vais passer maintenant le micro à Michèle, qui a fait un travail considérable pour cet ouvrage, puisqu'elle a parcouru 6000 km avec sa photographe pour aller à la rencontre dans toutes les régions françaises, y compris au-delà de la mer vers la Corse, des producteurs qui ne seraient pas ce qu'ils sont sans la compagne qui les épaule et qui souvent changent des choses dans la propriété, les ouvrent au tourisme, par exemple, à l'accueil à la ferme, aux ventes sur les marchés. Est-ce que vous avez des exemples précis? Alors moi déjà, pour en revenir un petit peu à vous les femmes, comme dirait la chanson, je trouve que vous êtes de sacrées courageuses. Moi, je ne suis pas agricultrice, je ne suis pas éleveuse, je suis simplement journaliste, donc si vous voulez, j'écoute, je vois, je raconte, j'écris. Et tout ce que j'ai vu et toutes ces femmes que j'ai pu voir à gauche et à droite dans notre belle France aux 22 régions, parce que l'année prochaine, malheureusement, on ne pourra peut-être pas forcément dire ça comme ça. Et je ne sais pas comment on fera pour parler à la fois de Toulouse et de Montpellier, ou de parler de Périgueux et puis de Poitiers. Je ne sais pas, parce que moi, tout ce que j'ai pu voir, si vous voulez, toutes ces femmes que j'ai rencontrées, elles faisaient des travaux très différents, elles parlaient différemment, elles avaient une histoire différente, elles avaient un terroir différent, enfin, tout était différent. Enfin, franchement, bon. En tout cas, les femmes que j'ai rencontrées, c'est ça que je voudrais dire, elles sont remarquables. Et quand on dit, il y a cet adage qui dit, quand une femme veut, Dieu le peut, ou c'est peut-être le contraire d'ailleurs, mais en tout cas, c'est vrai. Et j'ai vu des femmes, si vous voulez, comme vous êtes, qui sont des volontaires, parfois des téméraires, des pugnasses,
qui en veulent et qui se disent, après tout, si ces messieurs font ça, je ne vois pas pourquoi moi je n'y arriverai pas de la même manière. Et elles y arrivent. Et elles font des travaux durs, d'Hercule. Je sais pas, moi j'ai plein d'admiration pour ces femmes. Et je ne suis pas sexiste, hein. J'ai simplement relaté un travail de 2 ans et demi passé dans les maisons, partout en France où je suis allée, c'est-à-dire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et qu'ils soient éleveurs, agriculteurs, éleveuses, agricultrices, vigneronnes. On est allé en Bergerac. Je vois Marie-Pierre Tamagnon ici, qui représente le comité des vins de Bergerac. Et c'est une femme remarquable aussi, qui accompagne bien ses vignerons et ses vigneronnes. J'ai écouté des histoires touchantes. J'ai passé des moments vraiment heureux avec ces femmes et ces hommes, chez eux, sans phare, sans se voiler la face. Des gens qui vous disaient la vérité, combien leur vérité est dure. Vous parliez d'art tout à l'heure, vous disiez le vin, je le regarde comme un art. Ok, mais avant d'arriver à le regarder comme un art, il faut quand même voir comment il va se développer dans les vignes, comment, etc. Et tout le travail qu'il va y avoir dans toutes les étapes. Donc ça, c'est pas évident. Hein. Donc voilà, alors moi j'ai simplement en fait un grand bravo à dire, quoi. C'est tout en fait. Et je sais que demain, ça ne s'arrangera pas forcément pour eux et pour elles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme Madame a mon plaisir, il faut avoir effectivement des idées. Regardez ce que font aussi nos voisins européens, c'est pas mal parce qu'ils ont aussi des bonnes idées. Hein, on est l'Europe, après tout la France, elle n'est plus toute seule. Et je trouve que toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Alors effectivement, les tables d'hôtes, les AMAP, tout ce qui est vente en circuit court, etc. Tout ça, je l'ai vu. Eh ben, allons-y, montrons l'exemple, faisons-le. J'ai rencontré, et là je suis en train de travailler justement sur un autre livre qui me plaît énormément, qui me tient au corps, vous voyez là, Corps de ferme, cœur de vie. Et il s'agit en fait de portraits de femmes pêcheurs, dans leur profession de pêcheurs. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Déjà agricultrice, c'est pas évident, mais des femmes qui pêchent, qui partent en mer sur leur chalut et qui ont peut-être des fois un matelot ou deux quand elles ont les moyens de les payer. Mais des fois, elles sont seules aussi. Bon, elles partent quand la mer, évidemment, essaye de ne pas être trop mauvaise, mais des fois, elles s'emballent. Et ça, c'est le sort des marins-pêcheurs, hein, qu'ils soient hommes ou femmes. Beaucoup me l'ont dit d'ailleurs, sur un bateau, il n'y a pas de sexe. Parce que, voilà, on est là, il faut faire le boulot, il faut sauver sa peau quand il faut la sauver, le poisson, il faut le ramener, etc. Dans ces grandes pêches, je veux dire, de fond, c'est pas du tout évident. Et ces femmes, elles vous rejoignent quelque part, que vous soyez, voyez, vigneronne ou autre, je veux dire, travaillant à la ferme, vous rejoignez quelque part, parce que ça veut dire que ce sont des femmes à qui on va pas faire croire des choses qui n'existent pas, premièrement. Elles sont dans la vérité, dans la dureté, et voilà, c'est ça qui est leur quotidien, et c'est ça que j'ai rencontré, et c'est comme ça que j'ai passé avec eux 48 heures ou plus. Mais j'ai vu des visages sans phare, et c'est ce que je raconte. Tout à fait, et en plus vous resituez chaque histoire dans un contexte qui est celui effectivement d'une région, avec ce qu'elle a de typique, avec ses caractéristiques, avec le terroir. Et là on le sent vraiment dans votre ouvrage, ce sont des histoires d'agriculteurs, d'agricultrices dans des terroirs tous parfaitement différents. J'ai une petite anecdote, Suzanne, à vous raconter, terroir. Mais alors, par exemple, en Nord-Pas-de-Calais, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Monsieur Labouré, et il faisait des pommes de terre, cet agriculteur. Bon, déjà, il avait un nom prédestiné. Il nous a amenés avec la photographe sur son champ. Sur son champ, il n'y avait pas que des pommes de terre, parce qu'il y avait tout ce qui traînait de la guerre 14-18 et puis après de la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça voulait dire quoi? C'est que toutes les 5 minutes, on tombait sur une grenade, un obus qui n'avait pas éclaté. Et il nous disait, oh non, c'est pas grave, on a l'habitude, on les ramasse, ne vous inquiétez pas. Et puis, on va les porter ensuite à la mairie. Il y en a 50 tonnes comme ça tous les ans, ou peut-être par mois, je sais plus. Mais enfin, ça nous faisait froid dans le dos. Donc, c'est tout ça pour revenir à la dureté du métier. C'est pas évident. Et les femmes, elles sont là aussi. Hein. Les pommes de terre, elles les ramassent, elles les calibrent, etc. Elles les nettoient et tout et tout. Donc ça, on fait pas semblant. Là, c'est... Vous voyez, là, les Parisiennes, elles ont peut-être leur terroir, mais je dois dire qu'à la campagne, le terroir, il est ce qu'il veut dire. Et vous
soulignez bien la générosité. Alors là, d'une femme en particulier, j'ai noté en Midi-Pyrénées, Christiane, qui fait un métier difficile. Elle est spécialisée dans l'ail blanc. L'ail blanc de Lomagne, Voilà. zéro défaut. Voilà. Je suis désolée pour celui du Rose de Toulouse, là, mais bon. Et on voit que non seulement elle s'occupe de sa propriété, c'est déjà très prenant, mais elle s'est mise au service d'une interprofession dans laquelle elle s'est engagée pour les autres. Donc on voit que effectivement ces femmes donnent toujours Elles plus. ont de bonnes idées, elles ont du charisme, elles ont de la générosité comme Christiane Pieters que vous êtes en train de citer. Mais moi l'année prochaine je vais la faire la récolte d'ail parce que finalement je me sens à l'extérieur de raconter ça et quand même parfois un peu frustrant, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait moi je voudrais partager plus que ça leur quotidien. Maintenant que je l'ai goûté, je veux vraiment aller plus loin. Donc il n'est pas exclu que je vienne vous voir mesdames l'année prochaine. Qui sait si Michel ne va pas changer de vie. Alors je profite. J'en rêverais. J'en profite pour passer le Avis micro. à la population. Pour passer le micro à Laure, qui a changé de vie complètement. C'est-à-dire que quel courage pour changer de région, de métier. Et en plus d'arriver sur le métier de votre mari, vous avez tout changé de ce qu'il faisait. Il ne reconnaît plus sa propriété. Ça passe comment ce genre d'approche du terroir, Laure ? Pas toujours bien. C'est assez difficile. Moi, j'étais en Savoie, j'étais décoratrice et un accident de santé m'a amenée à vouloir changer de vie et de métier. Je suis venue un jour en vacances dans le Périgord et j'ai dit à mon fils « Ah tiens, c'est joli ici, ça te dirait qu'on déménage ?» Il m'a dit « Oui, maman. » Et je suis venue. Mais mon fils aîné... était désespéré de me laisser seule avec son petit frère et il m'a inscrit sur le net. Et j'ai rencontré mon mari, agriculteur, qui est là-bas. Il m'écoute. Et en fin de compte, j'ai toujours été passionnée de l'agriculture. J'ai été élevée par ma grand-mère qui nous faisait des bons petits plats, l'authentique. Vraiment, ça mijotait déjà un petit peu, ça mijotait. Dans un coin de tête. J'avais un rêve étant enfant, c'était être cuisinier. Malheureusement, les femmes, on ne voulait pas trop de nous à cette époque. Donc, et en fin de compte, venir en Périgord, c'était un peu un retour aux sources. Ma passion, la cuisine. Et un jour, après ayant rencontré mon mari, on était au bord de la cheminée et je lui dis « Mais tu sais, en Savoie, je m'amusais à faire du fromage. » Et j'ai dit, j'allais chez mon voisin qui avait des chèvres. Et il me dit « Ah, mais moi, c'était un rêve d'enfant. » Et en fin de compte, et voilà, c'est parti. Pour Noël, il m'a acheté 8 chèvres et un bouc. Et je me suis exercée. J'ai commencé à fabriquer mes petits fromages. Mais là, je me suis dit, comme je suis assez perfectionniste de nature, tu peux pas démarrer comme ça. Donc, j'ai passé mon diplôme agricole au lycée agricole de Périgueux. Et après, je suis allée me former à l'École nationale d'industrie laitière à Aurillac. Et là, ça y est, c'est parti. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont soutenue. Mon mari n'y croyait pas trop au début au niveau de mes fromages. C'est vrai que j'ai tout chamboulé parce que lui, c'était un agriculteur conventionnel, céréales pur et dur. Et maintenant, on est bio. Il est éleveur de chèvres. Éleveur de chèvres, je ne vais pas vous expliquer, mais et en plus bio. Imaginez la pensée de l'agriculture traditionnelle. Et en plus, sa femme, qui n'est pas d'ici, vient tout changer. Oh là là. Le pouvoir des femmes, hein, c'est impressionnant. Et donc, ça n'arrête pas. C'est-à-dire que l'aventure continue. Voilà. Donc, vous avez commencé par les chèvres. Voilà. Et puis, tout récemment... Et j'ai monté mon laboratoire. Voilà. Je me suis mis à faire du fromage. Au bout de 6 mois d'activité, une charmante personne, Isabelle, que vous connaissez, Suzanne. Notre ancienne présidente du Club de la Presse, voilà. qui est maintenant sur Poitiers. Voilà. M'a décerné en 2012 le prix Dominique Lavigne pour mon fromage, qui va être remis tout à l'heure avec le Club de la Presse. C'est pour ça nous aurons un lien direct avec voilà. le terroir et les femmes. Et puis ça avance. Et je viens d'ouvrir mon magasin rue Saint-Front à Périgueux. Magasin de producteurs, hein, voilà. à dominante bio. C'est pas à dominante, c'est 100%. Bon, j'y tiens. Parce que voilà, et après, j'ai d'autres combats. Moi, je suis une militante du bio, c'est un fait. Mais le bio, c'est pas que le mot, c'est une manière de travailler, respecter le produit, travailler à l'authentique, le savoir-faire. Parce que, moi, je le dis, hein, moi, bio-industriel, c'est pas mon truc. Hein.
Donc vraiment respecter le produit, la méthode ancestrale. Voilà quoi. Et puis surtout satisfaire mes clients. Moi j'adore, il y en a qui sont derrière là-bas, et j'adore quand ils viennent me voir dans ma boutique, voir leurs yeux qui brillent, voilà, faire partager. Voilà. Bon, c'est à fond de toute façon à fond. Quand vous Total. lancez. Voilà. Et donc votre mari il s'est remis de tout ça, il est prêt à vivre encore d'autres secousses. Maintenant oui, mais au début il a eu beaucoup de mal. Vraiment beaucoup de mal. Mais maintenant il y croit, il est un peu moins dans l'ombre. Aujourd'hui il est là, il était au stand. Mais c'est vrai qu'une femme citadine, une femme de la ville qui vient tout chambouler, une autre approche du commerce. Parce que c'est vrai que j'ai amené une autre approche du commerce. J'ai utilisé aussi mes atouts de la décoration, le design du produit, le visuel. Voilà, j'ai essayé de tout mettre. Il y a un regard qui a suivi. Tout à fait. Des formations professionnelles. Tout à fait, tout à fait. Donc justement, nous allons faire une transition en douceur puisque nous allons céder la place au Club de la Presse du Périgord pour la remise du trophée gourmand Dominique Lavigne qui sera remis à un producteur, et je ne dévoilerai pas grand-chose à ce stade-là pour dire que ce sera une productrice et qui fait elle aussi des choses très originales et qui a un parcours de vie assez exceptionnel. Donc je rappelle que vous pourrez trouver sur le salon l'ouvrage de Michel Villemur, Corps de ferme, cœur de vie, mais aussi son ouvrage sur Marie-Antoinette. Et là, je prends juste 2 secondes pour faire dire un mot à Michel sur en fait la vision de cette reine sur le terroir français, puisque cette reconstitution de ferme, c'était quand même très très spécial. Exactement. Alors déjà, Marie-Antoinette, elle a comme terroir l'Autriche. Et elle est née à Vienne, donc, et elle va se marier avec le dauphin Louis XVI. Elle a 15 ans, Marie-Antoinette. Donc, et Louis XVI d'en avoir pas plus, peut-être 16. Bon, bref, elle va arriver en France et elle va être obligée de s'initier aux traditions de la France et tout ce qu'elle comporte. Le protocole, la cour de Versailles, vous pensez bien comme l'étiquette était très très dure. Alors, elle avait reçu une très bonne éducation, mais malgré tout, elle n'était pas prête pour tout ça. Elle n'était pas prête pour gouverner à la cour de Versailles comme reine de France et de Navarre, Marie-Antoinette. Alors, là, on va la faire très courte. Elle va adorer les arts de la table. La cour, bien sûr, elle recevra, ce sera cette mondaine, etc. Mais très vite, elle va s'en lasser. Et surtout parce qu'elle va être affaiblie par des affaires, si vous voulez, toutes sortes d'affaires politiques, l'affaire du collier de la reine, etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va fuir les bruits de la cour et elle va se réfugier au Petit Trianon, qu'elle va faire construire par un architecte qui s'appelle Richard Mick. Elle va s'inspirer un peu de Chantilly, d'ailleurs. Et là, effectivement, dans ce Petit Trianon... Alors, le Petit Trianon, attention, il avait été construit par Louis XV. Il ne faut pas oublier que c'est la Pompadour et que Louis XV avait construit. Et en fait, Louis XVI va offrir le Petit Trianon qui existe déjà. C'est un bâtiment un peu néoclassique, qui est là, et qu'il va offrir dans la corbeille de mariage à Marie-Antoinette. La clé sera ornée de 561 diamants. Bon, c'est une petite broutille à côté. Alors ensuite, Marie-Antoinette, ce qu'elle va réellement réaliser, c'est ses fermes, c'est ses chaumières, c'est vraiment des fabriques, ce qu'on appelle des fabriques. Et il y en aura 11. Et dans ces fabriques, il va y en avoir 2 qui seront une laiterie de propreté et une laiterie de préparation. Elle adorera recevoir, elle va jouer à la fermière, elle va se déguiser en fermière, elle aura son petit bonnet, je ne sais plus comment il s'appelait, sa robe de Gaulle en tout cas, son bonnet à la Picard, à la Picard, je pensais aux Phrygiens mais pas encore, elle n'est pas encore passée à la guillotine, et elle va recevoir ses invités qui sont la famille de Polignac, etc., Axel de Fersen et compagnie, et sur un jeton royal, parce qu'on ne peut pas rentrer au Petit Trianon, même au Petit Trianon, sans ce fameux jeton. Donc, ses amis pourront partager avec elle sa table dans une des laiteries de préparation ou de propreté. Et là, elle va goûter aux produits de la ferme, c'est-à-dire le lait, les fromages, les crèmes glacées. Et elle en sera absolument ravie et heureuse. Malheureusement pour elle, ce sera 4 ans de sa vie. Ça sera, oui, un peu la fin. Merci Michel. Et donc, je rappelle aussi que vous pourrez trouver ici même les 2 ouvrages que votre collectif a rédigés. Donc,
le premier à Tire-d'Aile, c'est une ode à la vie rurale, donc qui raconte vos parcours à toutes. Et le deuxième, parce qu'on espère qu'il y en aura un troisième, je ne dis pas le second, donc, à Tire-d'Aile, de la terre à la table. Je vous remercie d'être venu jusqu'à nous. Je dirais simplement que vous pouvez retrouver régulièrement des parcours de femmes dans le magazine Famosa que j'ai la joie d'animer. Bravo Suzanne et merci beaucoup.